Kampala, un hélicoptère que lui a prêté Museveni, qui était déjà saboté. On dit à Museveni, tu sabotes l'hélicoptère, c'est nous qui les fabriquons, on t'en donnera 5. Il est monté à bord de l'hélicoptère. J'ai des photos dans mes archives. On voit au moment où on lui rend les honneurs avant de monter dans l'hélicoptère. L'hélicoptère n'est jamais arrivé à destination. Donc, mais comme le Congo possède maintenant des matières premières stratégiques, c'est-à-dire notamment le coltan, et en plus les terres rares qu'on vient de découvrir il y a quelques mois au Congo qu'on ne connaissait pas, vous comprenez maintenant pourquoi le Congo devient un enjeu stratégique. Quelles que soient les élections qu'on fera là-bas, les propos qu'on tiendra, les larmes qu'on va verser, pour les industries occidentales, pour les pays capitalistes qui veulent contrôler le coltan, qui est le minerai stratégique pour leurs industries électroniques, cela ne compte pas. Nos vies à nous ne comptent pas. S'il faut massacrer tous les Congolais, mais ils l'ont fait avec les Indiens peau-rouge, ils ont fait avec les Mélanésiens, ils ont fait avec les aborigènes d'Australie, ils ont fait avec les aborigènes de Nouvelle-Calédonie, qu'ils ont massacrés. Où est le problème? Donc ce que disait tout à l'heure mon frère Mboui, c'est très important, à savoir si vous savez là où notre ennemi a peur, si vous savez le sujet ou l'objet qui fait peur à notre ennemi, est-ce que ce n'est pas là la solution qu'il faudrait adopter? Parce que nous sommes dans une guerre, nous sommes dans une logique de guerre. Je m'arrête là, avant de continuer, je vais d'abord laisser notre ami répondre aussi. Merci. Par rapport à bienvenue, tu n'auras pas de difficulté pour expliquer au fils que l'indépendance de ton pays est fictive. Je vais t'expliquer pourquoi tu n'auras pas de difficulté à lui expliquer ça. Notre frère vient de parler. Notre pays est intimement lié à l'enjeu international. La situation historique de notre pays, depuis la conférence de Berlin jusqu'à aujourd'hui, est totalement liée à l'histoire, au contexte politique international. Et dans cette évolution internationale, l'enjeu minier et je ne sais pas comment le qualifier, c'est le nouveau dur. Et si vous regardez comment évoluent les choses, nous sommes dans une manipulation. L'homme blanc est très intelligent. Il nous connaît suffisamment. Et il sait que tel stimulus va provoquer telle réponse. Tel stimulus va provoquer telle réponse. Et c'est par rapport à nous-mêmes. Et en 1960, je vous ai parlé de l'angélisme américain. C'est-à-dire les intellectuels américains qui sont pionniers de l'histoire de la fin des empires avaient parlé de la modernisation dogmatique. Donc ils disaient que les anciennes colonies vont pratiquer notre mode de vie. Ces États doivent devenir des États démocratiques. Donc ils étaient angéliques. Ils croyaient que réellement on pouvait calquer chez nous la modernité. Donc c'est pour ça qu'on dit modernisation dogmatique, comme un dogme. Ils croyaient réellement que nous... Mais quand ils sont venus chez nous, comme nous avions été étouffés pendant c'est la forme de colonisation la plus cruelle, la Belge. C'était la plus cruelle. Comme nous avions été matés à l'indépendance, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a cru que l'indépendance signifiait la fin du travail. Puisque c'était les travaux forcés. Pendant 80 ans, ces gens étaient dans des travaux forcés. On leur coupait les mains. Donc, pour eux, l'indépendance signifiait ne plus travailler. Donc, c'était logique. Alors, et puis, comme ils n'avaient pas formé des élites comme les Nkrumah, comme les Senghor, comme les Modibo Keïta, chez nous, les Belges ont été surpris par l'indépendance. La décision n'est pas une décision belge d'indépendance. La décision est américaine. C'est l'Amérique qui s'est imposée, qui dit, vous devez libérer tous ces États. Mais maintenant, les intellectuels, là, donc il y a eu une modification en 1965. Le coup d'État de Mobutu, ce n'est pas seulement au Congo, c'est Sukarno en Indonésie, c'est dans toute l'Amérique latine, c'était des coups d'État. Qu'est-ce qu'ils se sont dit quand ils nous ont donné l'indépendance? Chez nous, ils ont constaté que tous nos leaders, c'est-à-dire les anciens clercs,
Les anciens clercs de l'administration coloniale sont devenus nos hommes politiques. Donc ces gens n'avaient pas été formés pour être des dirigeants politiques. Ils étaient formés pour être des clercs, comme auxiliaires de la colonisation. Alors pour eux, c'était remplacer les Blancs. Ils ont commencé à se disputer entre eux. Je ne sais pas si vous étiez là. Je vous dis que les gens qui ont mon âge, qui ont vécu entre 60 et 63 à l'arrivée de Moïse Tchoumbé, moi c'était la première fois que je mourais de faim. Depuis que j'étais né, c'était la première fois que je mourais de faim. C'était en 62. Ils se disputaient incroyablement. Incroyablement. Vous sentiez que ces hommes politiques n'étaient pas nuls. Qui a entraîné la chute de Lumumba? C'est le fait qu'on ne sait pas l'intérêt général, c'est quoi? Donc, quand je vous dis, donc en 1965, il y a celui qu'on appelle le premier président de la Banque mondiale, McNamara. Il était secrétaire d'État à la Défense. Qu'est-ce que l'élite en 1960 a fait? L'élite du tiers-monde, quand ils ont eu l'indépendance, ils ont oublié l'Amérique. Tout le monde était fanatique de Marx. On a cité Lénine. Vous avez entendu vous-même ici. On vient de vous citer Lénine. Toutes les élites dirigeantes du tiers-monde voulaient Lénine. Tous, ils voulaient Marx. Tous, ils voyaient que c'était le cheminement soviétique qui était le meilleur pour nous. On n'allait pas traîner pour arriver au développement. Cela a beaucoup frustré les Américains. Ils se sont dit, donc tous ces États, ils vont se retourner contre nous, c'est nous qui avons demandé qu'ils soient indépendants, ils vont se retourner contre nous, donc nous sommes isolés. Ils se sont sentis isolés, c'est ce qu'on appelle l'endiguement. Il fallait lutter contre l'endiguement. Alors il fallait mettre des hommes à eux au pouvoir partout. Donc ils sont passés de la modernisation dogmatique à la modernisation autoritaire. Donc on va aller au développement, mais par un modèle que nous-mêmes on va mettre nos vassaux partout, et puis ce sont nos vassaux qui vont faire le développement. Donc c'est à partir de là qui se sont engagés à nous mettre l'autoritarisme. Il dit, ces gens, quand vous les mettez dans la liberté, dans la démocratie, ils sont incapables de sortir, ils rentrent en arrière, ils vont chercher leurs fétiches, ils vont se mettre... Non, on doit les obliger à se développer. Pourquoi? Mais pour le marché, on parle du marché intérieur, il faut acheter des biens manufacturés, il faut qu'il y ait la sécurité chez vous pour qu'ils viennent puiser les matières premières. Donc, nous sommes réellement dans une fiction d'indépendance. Et je vous dis qu'en 1965, lorsque Moïse Tchoumbé arrive, les Belges mettent fin aux moulélistes. Ils mettent fin, ils viennent, les mercenaires étaient partout. Ils ont mis de l'ordre partout. Quand Mobutu a pris le pouvoir en 1964, il n'y avait plus de rébellion. Donc, on pouvait maintenant construire un État. Et cet État a évolué avec maintenant les nouvelles. Ce que nous vivons aujourd'hui vient d'où? De la chute du mur de Berlin. Dès que le communisme a disparu, les néolibéraux ont eu le vent en poupe. Ils ont dit, bon maintenant, des nouvelles lois politiques dont vous parlez là, c'est ça. Maintenant c'est la loi du marché pur et dur. Alors on a vu Reagan, on a vu Margaret Thatcher, ils ont mis la politique libérale jusqu'au bout. Cette politique libérale tombe aujourd'hui avec la crise que nous connaissons. Donc le libéralisme est à bout de souffle. Ils sont eux-mêmes en train de chercher quel est ce nouvel ordre politique à mettre en place. Et les phénomènes économiques sont totaux et globaux. Il n'y a pas de libéralisme économique sans libéralisme politique. Et ils sont en train de le vivre maintenant. Donc, n'eût été l'arrivée d'Obama au pouvoir, je vous dis, ils allaient nous écraser comme ils ont fait avec les Indiens, les Cheyennes, les Comanches et les autres. Je vous dis, c'est ce qu'ils disaient, il y a comme une main invisible sur ce pays-là. Il y a comme une main invisible sur ce pays-là. Ils allaient nous... Donc, ce que les Tutsis faisaient là, les Tutsis c'est par délégation. Ils le font par délégation. Ils ont reçu mandat de le faire. Ils le font par délégation. Si aujourd'hui, vous les voyez, ils sont très réticents, c'est puisque Bush est parti, d'abord Clinton est parti, Bush est parti, Obama est venu, et puis Sarkozy est parti.
Et je vous dis, moi je suis en concertation presque quotidienne avec les hommes politiques ici. Je vous dis, la chute de Sarkozy a fait comme une bombe en Occident, pour les néolibéraux. Une bombe. Et je vous dis, on devait déjà attaquer le Congo-Brazzaville. Vous avez vu le poudrière, c'était un prélude pour attaquer le Congo-Brazzaville. Ils se sont arrêtés, puisque Sarkozy venait de sauter. Donc, nous, c'est vrai, mon frère, nous sommes dans une fiction d'indépendance. Donc, tu n'as pas à souffrir. Il faut le dire clairement à ton fils pour que les terroristes qu'ils sachent que je dois me libérer, je suis un esclave. Je vais passer à la deuxième question, c'était par rapport au doyen capital. Quelle force avons-nous en dehors de nos ennemis, alors que c'est vrai, quand un Samson vient dans ton village, il accapare toutes les femmes, à lui. Maintenant, tout le monde n'a plus de femmes. Maintenant, vous allez commencer à vous battre entre vous. Vous oubliez Samson. Samson est tellement fort, personne ne peut aller l'affronter pour reprendre ses biens. Alors, vous commencez à vous chamailler, vous commencez à vous battre, puisque vous êtes réduit à l'impuissance. Et c'est cette réduction à l'impuissance qui fait que Toparangani, Tokomi Bololé, Tokomi Zololo, pour Moutou, elles ont dominé l'histoire, elles ont engouillé à Kosakanate. Alors c'est là où la prière peut-être a une chance, puisque invisible, c'était un miracle Obama. Pour les Blancs, l'arrivée d'Obama au pouvoir, c'est quelque chose, nous ne voyons pas ça, mais pour eux, c'est quelque chose de significatif. Alors, cette problématique de domination politique est liée à la problématique de légitimité du pouvoir. Chez nous, nous sommes réduits à cet état des choses puisque nul n'exerce, nul ne jouit de ses droits civils et politiques. C'est ça même la qualité de l'esclave. Et la faute d'aujourd'hui a commencé avec l'assassinat de Lumumba. À chaque élection, la personne que nous choisissons, ce n'est pas cette personne qui dirige. C'est la personne qui est choisie par l'extérieur qui nous dirige. Mobutu, 32 ans, Kabila père, quand il a commencé à s'endetter, on l'a éliminé. On a pris un quadro de Tanzanie, on l'a mis comme chef d'État. Mais qu'est-ce qu'un quadro de Tanzanie peut changer dans une société? Même les intellectuels vont ramper devant le quadro. Qu'est-ce qu'il peut changer? Donc, nous sommes en situation de... Nous n'avons pas de droits civils ni politiques depuis 52 ans. Nous ne l'avons pas. Et c'est ça la fiction d'indépendance. Être indépendant, c'est quand tu choisis ton chef et ce chef dirige. Quand tu choisis un chef et puis on le fait partir, on met un autre, tu n'es pas indépendant. Et ça, tu peux l'expliquer. Exemple à l'appui. Ce ne sera pas difficile. Alors, doyen, l'amour se cultive. Nous avons un grand problème dans la communauté, c'est le problème idéologique. Il va voir ça. Il va voir ça. Moi, je suis dans l'IDPS de manière active depuis 22 ans. Comme toi au départ. Mais la difficulté, c'est quoi? Nous croyons tous que puisque nous appartenons peut-être à telle ethnie, ou nous appartenons tous à tel groupe, que nous avons tous les mêmes intérêts. C'est faux. Toi-même, tu as donné l'exemple de l'enfant d'une même famille. Vous pouvez être dans une même famille, mais vous ne partagez pas la même idéologie. C'est la raison pour laquelle vous verrez même dans nos familles, les parents, les papas, il va donner des pouvoirs à la fin de sa vie à celui à qui on ne s'attendait pas. Puisqu'il a découvert que celui-là peut réunifier la famille. Donc, eux, ils ont résolu cette question ici. Hein. Les problèmes idéologiques, ils sont les libéraux. Quand vous voyez Guy Michel, vous voyez Didier Renders, ils fonctionnent de la même manière. Ils défendent les mêmes intérêts. Mais chez nous, et les libéraux, et les comment on appelle, les socialistes, nous sommes tous mêlés. Mais maintenant, puisqu'on soit, comme nous sommes tous noirs, donc nous allons réagir. Comme nous sommes tous balouba, nous allons réagir de la même manière. C'est faux. Et puis là-dedans, tu vas voir que, non, ce type-là, il est mon Congo. Mais ça passe très bien, lui et moi. Mais vous avez la même idéologie intrinsèque. Alors je réponds, j'enchaîne avec la question de notre frère. Lorsqu'il dit
Nous qui sommes à l'étranger, donc découvrez-vous. Découvrez avec qui tu peux mener des actions. Ce n'est pas nécessairement celui qui a la même ethnie que toi. Ce n'est pas nécessairement celui qui dit qu'il est lumumbiste comme toi. Non. Avec, comme il nous a donné l'occasion de nous rassembler, nous allons nous découvrir. Alors celui-là, avec moi, on peut faire ça. Celui-là, avec celui-là, on peut faire ça. C'est comme ça que nous allons. Les solutions sont multiples à ce moment-là. Mais si vous embarquez tout le monde dans un même bureau, bon, on va chavirer et puis on disparaît. Qu'est-ce que j'ai vu encore? Voilà. Je crois que vous avez vu cette histoire de Sun Yat-sen. Vous connaissez Sun Yat-sen? C'était un japonais. C'était un leader des années là, de la colonisation. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il est venu ici. Il a vu comment l'Europe était organisée, il est allé, il a pris les enfants japonais, il les a envoyés en Occident. Ces enfants japonais sont venus, ils ont étudié, tout, ils sont rentrés chez eux. Et c'est le miracle japonais est dû à ces phénomènes-là. Et chez nous, nous avons cette chance-là. Nous sommes sortis. La dictature qu'ils ont mis chez nous a provoqué des effets pervers. Parmi ces effets pervers, c'est nous. Donc nous devons tirer profit de notre présence ici. Je vous dis, c'est une école, comme disait Montesquieu. Le voyage, c'est le grand livre du monde. C'est une école. Il y a des choses que moi je ne voyais pas quand j'étais au Congo. Mais j'étais universitaire. Mais en vivant ici, je découvre ça, nous devons tirer profit de ça. Et quand je discute avec les Occidentaux maintenant, ils sont devant une difficulté énorme. C'est comment sortir de la crise ici. Je vous ai dit que si on n'était pas là, ils allaient tout massacrer, tout prendre. Maintenant, ils sont bloqués. Mais comment résoudre? Parce qu'entre-temps, la Chine est en train de tout prendre. Comme un serpent, il est en train de tout prendre. Moi, je l'ai dit. Vous et nous, on va perdre tout. La Chine va prendre les Comores sans un seul viol de femme et sans un seul coup de revolver. Alors, ils s'y sortent. Moi, je dis oui, on va perdre. Alors, comment s'en sortir? C'est là où j'ai dit, il faut plusieurs. Il faut dire aux Blancs, si tu veux bien, on travaille avec vous. Puisque le Congo, là, tel qu'il est, le blanc ne lâchera jamais le Congo. Nous devons mettre ça. Il ne lâchera jamais. Croire que nous allons le vaincre par la guerre et récupérer ce pays, c'est une chimère. C'est l'intérêt. Il faut évoquer les problématiques de l'intérêt. Toi et moi, on va perdre. La Chine va tout prendre. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères qu'on construise ce pays, nous deux? Toi tu gagnes, moi je gagne? Ou bien tu préfères que la Chine vienne tout rafler, toi tu perds et moi le père? Alors, ils sont sur ce questionnement. Et je vous dis, nous pourrons cultiver cette voie pour ceux qui peuvent le faire. C'est la concertation et pas du grand n'importe qui. Donc ceux qui peuvent faire la ligne dure de l'épreuve de force doivent aussi la faire. Voilà, j'ai dit, je vous remercie. Excusez-moi, je voulais répondre, donner une réponse bien précise à Mangaï concernant la solution que les Congolais peuvent mettre en œuvre pour sortir de cette situation. Même l'épreuve de force est possible. Écoutez, mais regardez ce qui se passe en Afghanistan. L'Afghanistan est confronté à une guerre mondiale. Je suis désolé, l'OTAN, qui est la plus grande organisation militaire sur la planète, se bat en Afghanistan. Contre qui? Ben, contre les talibans. Mais qui sont les talibans? Les talibans, ce sont des étudiants dans des universités islamiques. C'est-à-dire des étudiants qui n'apprennent pas seulement que le Coran, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ces étudiants des universités islamiques apprennent aussi la chimie, la médecine, la biologie. Bref, ce sont des étudiants dont le niveau intellectuel est certainement supérieur à celui des généraux de l'OTAN qui commandent les troupes en Afghanistan. Et qui ont donc mis au point une stratégie pour contrer la disproportion des moyens technologiques. Parce qu'il y a une énorme disproportion entre les moyens dont disposent les talibans et les B-52, les satellites qu'utilise l'OTAN. Et vous le savez, mais les talibans sont en train de gagner la guerre, puisque les Français déménagent à la fin de cette année, puisque les Américains quittent l'année prochaine. Quand une armée quitte un territoire, ça veut dire qu'elle a perdu la guerre. Qui se bat contre l'OTAN? Mais ce sont aussi les chefs de tribus
les chefs de tribus, les Pashtuns et tout cela. C'est-à-dire les indigènes, qu'on appellerait chez nous les chefs coutumiers chez nous. Ils ont mis au point une stratégie contre laquelle l'OTAN ne peut rien. Et c'est pour cela qu'ils déménagent. Il faut faire confiance à la capacité de résistance de l'être humain. Et si les Congolais comprennent les véritables enjeux de la guerre qui a élu domicile chez nous, nous trouverons les moyens de mettre un terme à cette guerre et de battre n'importe quel ennemi en nous inspirant de l'exemple des talibans. Je vais vous raconter une histoire qui est réelle. Parmi nous, il y a Papa Paul Capita va avoir 7 ans plus âgé que moi. Je suis âgé de 64 ans bientôt. Bien. En 1955, le roi Baudouin Ier arrive au Congo, n'est-ce pas? On l'a appelé Bwana Kitoko, le beau monsieur. Il était très beau. Enfin, disait-on à l'époque. Bwana Kitoko. Et on le montrait sur la photo officielle en train de saluer un tout petit nègre congolais habillé en raffia. Et il se penche pour lui tendre la main. Un tout petit bonhomme. Bien. Et lui, grand monsieur blanc, tenue de général, avec son épée, son képi. Ce n'est qu'il y a